Mon bonjour dominical à tous et à toutes. Bienvenue à Sport du dimanche de ce 6 avril 2018. Nous sommes sur le plateau de Burkina Info et nous allons débattre de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Pour débattre des sujets que j'ai, je vais d'abord vous présenter mes invités. Je commence par ma droite, c'est Ibrahim Kabré, consultant sportif. Bonjour Ibrahim. Bonjour à vous Kader, bonjour à toutes et à tous. Gaël Bayala est là. Bonjour Gaël. Bonjour Kader, bonjour aux amis sportifs. L'homme de la tornado, fidèle au rendez-vous. Bonjour Bassirou Sorgo. Bonjour Kader, amis sportifs, bonjour. Alors, les thèmes sur lesquels nous allons débattre du jour, il y en a 4. Le premier, c'est Iron Bibi, notre champion du monde de lift log, ou si vous voulez, des épreuves de force qui vient de rentrer du pays où il a remporté le premier prix ex aequo lors d'une compétition de force qui s'est déroulée du côté de Leeds en Angleterre. Iron Bibi a été reçu par le Premier ministre et il en a profité pour évoquer quelques difficultés qu'il a au niveau de la pratique de son sport au Burkina Faso. Nous allons y revenir. Le deuxième sujet, c'est le prix Marc-Vivien Foé. C'est en football et vous le savez bien, l'étalon Bertrand Traoré est finaliste pour la conquête de ce prix. Il est en concurrence avec deux autres footballeurs. Un est tunisien, il s'agit de Wabi Kayseri, et l'autre est camerounais, il s'agit de Etambi Toko. Nous allons voir les chances de Bertrand Traoré de remporter le prix Marc-Vivien Foé version 2018. Le troisième sujet, c'est les demi-finales de la Champions League européenne. Vous le savez très bien, la finale va opposer le Real de Madrid à Liverpool. Quelles sont les chances des deux équipes et comment les deux équipes sont parvenues à se hisser en finale? Nous allons en parler. Et enfin, nous parlerons de l'Europa League et vous le savez bien, Marseille est qualifié pour la finale. L'Olympique de Marseille va recevoir le 16 mai prochain la formation de l'Atlético de Madrid et ce sera à Lyon. Nous allons aussi parler de ce sujet. Alors, le décor étant planté, nous commençons par le premier sujet, c'est Iron Bibi ou si vous voulez, c'est Cheikh Hassan Sanou, champion du monde ex aequo de lift log. Si vous voulez, c'est une épreuve de force qui ressemble un peu à l'haltérophilie, mais ce n'est pas le cas. Il s'agissait de soulever un tronc d'arbre de 213 kg et le champion burkinabé y est parvenu. Il a été ex aequo avec l'anglais Terry Holland et Iron Bibi a été reçu non seulement par le ministre des Sports et des Loisirs, mais aussi par le Premier ministre. Alors, chers amis, je crois que c'était vraiment de bon ton que ce champion du monde-là soit reçu par les plus hautes autorités de ce pays. Je commence par Ibrahim Kabré. Oui, absolument. C'est quand même quelque chose qu'il faut saluer à sa juste valeur. Déjà, saluer les prouesses du garçon qui arrive quand même à hisser les drapeaux du Burkina au firmament. Et c'est vrai que la réception n'a pas été à la hauteur des prouesses de l'élément au regard donc du peu d'engouement qu'il y a eu autour donc, de son accueil. Mais déjà été reçu par les plus hautes autorités sportives, quand même que c'est une marque de considération donc, à l'égard de la personne qu'il incarne, mais également aussi au regard du respect qu'on accorde à ce sport-là. Maintenant, il a émis un certain nombre de doléances. Il appartient quand même donc aux autorités de voir qu'est-ce qui peut être fait. Et moi, je dis, à ce niveau, puisqu'il parle quand même d'alléger les fiscalités pour qu'il puisse, à un moment donné, faire venir son matériel donc, pour pouvoir continuer de pratiquer ce sport-là. La première doléance, il dit qu'il paye son matériel du côté des États-Unis, du Canada, son matériel d'entraînement pour s'entraîner. Parce qu'il faut le savoir, déjà, il compte résider à Bobo-Dioulasso où il va se préparer pour les différentes compétitions. Et chaque fois qu'il y a une compétition, il va se déplacer soit du côté de l'Angleterre, soit du côté du Canada ou du côté des États-Unis. Il veut vraiment résider à Bobo-Dioulasso. C'est là-bas qu'il va s'entraîner toute la saison. Mais pour faire venir son matériel, il le paye déjà cher du côté du Canada, des États-Unis. Pour faire venir ce matériel encore, c'est frappé par la douane et les coûts sont assez élevés. Il demandait si on ne pouvait pas lui alléger un peu les taxes à ce niveau. Il ne veut pas pour le non-dédouanement, il est prêt pour dédouaner, mais il veut qu'on allège un peu parce qu'après tout, c'est quand même du matériel sportif. La deuxième doléance, il souhaiterait qu'on crée une fédération de Loft League ou si vous voulez de powerlifting ou strongman, c'est vraiment sa discipline, c'est son sport favori. Il dit que son sport diffère un peu de l'haltérophilie, il dit que ce n'est pas du tout la même chose. Voilà un peu les deux doléances de Iron Bibi. Vous pouvez continuer.
Oui, je disais qu'effectivement, il appartient donc aux premières autorités de voir ce qui est faisable. Déjà, afficher ses ambitions clairement de pouvoir être en règle vis-à-vis de la fiscalité. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez inédit pour tous ceux qui connaissent ce qui entoure donc c'est le domaine commercial. On voit quand même des plus nantis que lui quand même qui arrive à se soustraire donc de la douane et de certaines taxations. Et lui, il affiche quand même ses ambitions, mais il demande quand même une exonération. Moi, je pense qu'on peut comprendre quand même donc sa doléance. Et pour voilà, tout ce qu'il a fait au nom du pays là, on peut lui permettre ça à un moment donné. Et j'espère donc que les autorités du pays vont voilà, donner cause favorable donc une oreille attentive donc à sa doléance. On va dire qu'après le ministre des Sports, après le Premier ministre, Iron Bibi a été aussi reçu par le Moro Naba Baogo, à qui il est allé prêter allégeance, même s'il est bobo. Il est quand même allé fléchir les genoux, reconnaître la notabilité de sa majesté, le Moro Naba Baogo. Gaël Bayala. Oui, ça aurait été quand même frustrant si les hautes autorités de ce pays, que ce soit sur le plan politique, même coutumier, comme vous l'avez dit, nous n'avaient pas quand même reçu ce monsieur pour leur témoigner aussi leur reconnaissance, parce que ce qu'il a fait, c'est ici quand même le drapeau du Burkina Faso à un très haut niveau. On va le dire, depuis qu'il était junior, il arrivait à compétir, il était champion du monde. Il était champion du monde junior, mais ça, il a fait sous les couleurs du Canada. Oui. Il pouvait continuer avec le Canada. Il nous dit même qu'il est courtisé actuellement par la Grande-Bretagne, par l'Angleterre. Voilà. Parce que le champion Angleterre a 38 ans Jerry Hall, et on lui cherche un successeur. Voilà, donc il dit que les Anglais commencent à lui faire la cour, mais lui il préfère vraiment rester sous les couleurs burkinabé. De son pays, il sait qu'il a les moyens de faire connaître le Burkina Faso un peu partout. Et il a déjà très bien commencé. Et être champion du monde, avec en ligne de mire le record de Big Z qui veut faire tomber, on pense que le Burkina Faso peut compter quand même sur Iron Bibi. Et pour cette doléance, ce serait de bon temps même pour les autorités burkinabées de vraiment faciliter l'importation de son matériel. Comme il entend faire installer son camp de base même depuis Bobo du Lasso, s'investir aussi à la formation de jeunes qui seraient intéressés par ce sport-là. S'il a tout son matériel en place, ça pourra profiter aussi à la jeunesse burkinabé. Dans ce sens-là, je pense que nos autorités auront quand même une oreille attentive. Bachirou Sorgho, c'est assez vraiment patriotique que ce garçon-là qui a tout pour réussir du côté du Canada, des États-Unis et même de l'Angleterre, décide de venir non seulement établir son camp de base au Burkina, mais de compétir pour le Burkina. Il dit s'il lui arrivait de changer de nationalité, c'est des millions de dollars ou d'euros qu'il va engranger en acceptant de compétir sous des couleurs européennes ou américaines. Oui, il faut saluer son choix. D'abord que ce n'est pas basé sur l'argent. Voilà, c'est un choix de cœur. D'ailleurs, il arrive à gagner un peu d'argent avec ces compétitions qu'il gagne. Voilà, mais je crois aussi qu'il faut saluer d'abord son choix, mais reconnaître aussi que c'est une force de la nature. Voilà, quand moi je regarde ce monsieur, je suis impressionné. J'ai envie de dire que c'est un immeuble humain. Voilà, vraiment. Il a 1,90 m pour 175 kilos. Et il dit que son record en termes d'alimentation, c'est 8 poulets par jour. Voilà, c'est une force de la nature. Donc, vous voyez qu'on n'aura pas, en tout cas, des milliers d'Iron Bibi. Voilà, mais quand cela ne tienne, je pense que c'est lui qui est en train de tracer une voie et qui sera certainement le pionnier dans ce domaine. Et à lui de voir comment il peut aider à installer une fédération et ensuite faire un lobbying avec cette fédération pour qu'au niveau du ministère, parce que ce qui me gêne un peu dans sa demande, parce que c'est très difficile de légiférer pour une personne. La loi, généralement, elle a une portée. Mais je crois qu'il doit y avoir un allègement autour du matériel sportif, son importation. Ça ne doit pas être frappé de la même façon que quand il s'agit du matériel commercial. Quand un commerçant va à Dubaï ou en Chine, il fait venir des conteneurs de marchandises, ça ne doit pas être la même taxation. Je crois qu'il parle de l'instauration d'une fédération au sein du ministère.
C'est ça. Je crois que Bachir nous parle de l'importation de son matériel. Bachir, c'est bien ça? Oui, exactement. Son matériel d'entraînement. D'entraînement, je pense qu'il a émis le vœu qu'il y ait un allègement pour qu'il puisse envoyer son matériel. Donc, certainement qu'au niveau des autorités, il faudra y voir s'il n'y a pas d'autres cas similaires et puis faire un cadre juridique général pour permettre à tous ceux qui se trouveront dans son cas de pouvoir faire venir du matériel et que ça ne s'arrête pas spécifiquement à lui, à la personne d'Aaron Bibi. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, pour ce qui concerne la mise en place d'une fédération qui va s'occuper d'un sport particulier que lui pratique, je pense que c'est à lui de conduire au regard de ce qui se passe ailleurs, parce que c'est pas donné à n'importe qui, à tout le monde de voyager, aller savoir ce qui se passe dans ce sport-là en Grande-Bretagne, aux États-Unis, etc. Et quand on voit quand même ce que lui-même il est, alors c'est à lui de donner la route à tracer pour avoir des gens comme lui dans ce faso. Parce que manger 8 poulets par jour, je pense que pour un Burkinabé, ce n'est pas de l'ordinaire. D'accord. En tout cas, déjà au niveau de Bobo Dioulasso, il essaie d'initier des jeunes à la pratique de ce sport de strongman et il organise même une compétition et dès qu'il va retourner à Bobo Dioulasso, il va déjà s'atteler à l'organisation de cette compétition-là. On va dire que c'est vraiment pas un sport qui est assez ordinaire parce que sa pratique demande un peu de spécificité. Ibrahim Kabré. Oui, absolument. Ça demande quand même assez de spécificité et une prédisposition naturelle, comme Bassirou le disait tantôt. Et déjà que lui, il est porteur donc, de ce projet-là, il lui appartient effectivement de montrer la voie à suivre et pourquoi pas ne pas guider le ministère donc, à travers donc, pour la création de cette fédération. Et déjà qu'il trace des sillons du côté de Bobo Dioulasso, on ne peut que l'encourager et on espère donc qu'il aura les moyens nécessaires donc, pour voilà, mener à bien le projet qu'il est en train de faire naître du côté de Bobo Dioulasso. Non seulement ça va faire du bien à cette région, mais également aussi pour l'ensemble du peuple burkinabé. C'est un garçon plein d'énergie, plein de positivité, toujours souriant, toujours des bons mots. Accessible. Oui, accessible surtout, oui. À 2 reprises, il a été sur notre plateau. À chaque fois qu'il vient au Burkina, il est prompt à répondre à nos invitations. C'est tout à fait naturel qu'on puisse lui donner ce coup de main là, Gaël. Oui, on espère que... Parce que vraiment, il fait un énorme sacrifice en décidant d'établir son camp d'entraînement au niveau de Bobo Dioulasso. Parce que rien ne lui oblige. Rien. Oui. Il serait resté aux États-Unis ou au Canada, qu'il serait sponsorisé par les grandes chaînes de restaurants qui lui trouveraient 8 poulets facilement par jour. Il n'aurait pas à dépenser à Bobo Dioulasso pour terminer des poulaillers. Souvent en venir là parce que ce sont des athlètes plus souvent qui sont en partenariat, qui ont signé des contrats publicitaires énormes avec des grandes firmes, des choses de sport même dans ce pays-là. Et lui, en étant à Bobo Dioulasso, ça crée une contrainte plutôt pour ces sponsors-là, parce qu'à chaque fois pour les campagnes publicitaires, il va falloir lui envoyer un billet, le déplacer, tout ça. C'est pas toujours évident. Alors que s'il était établi là-bas, il aurait gagné, mais c'est le prix à payer pour le sacrifice qu'il veut faire pour le pays. C'est quelque part le prix à payer. Et nous ne nous étonnons pas de voir que Aaron Bibi, quelques années après, sortent même du cadre même de Loglift là pour devenir une vraie star internationale. Parce que ce sport-là a quand même fourni quelques acteurs de renommée. Des acteurs de cinéma et même des acteurs au niveau des compétitions de catch. Oui, de catch, bien sûr. Beaucoup sont passés par le Loglift. Aujourd'hui, certains sont convoité par Hollywood. Et je crois que s'il n'avait pas trahi une confidence, Aaron Bibi a été déjà contacté aussi, mais il avait préféré se concentrer d'abord sur son sport et que c'est plus tard terminer sa carrière avant de rentrer dans le domaine. Il y avait une fédération de catch même qui a été intéressée par ce service également. Donc c'est dit que... On va rappeler, aujourd'hui il n'a que 25-26 ans, il a encore une très belle carrière devant lui. Voilà, donc déjà nous tenons là quand même un champion, quelqu'un qui va vraiment faire rayonner le nom du Burkina Faso. Et d'ici en juin, il va du côté de Doha, au Qatar, pour une compétition où il devra tirer un Boeing 747. Imaginez la charge et le tonnage de cet avion-là. Oui, Bassirou Sorgho. Je pense que lui, il a la charge de faire un sport que je trouverais particulier. Mais pour moi, c'est un sport de luxe. De luxe lié
parce que il est parti de rien, Bassirou Sorgho. Oui, il est parti de rien. Il nous a dit qu'au début, c'est le basketball qui l'intéressait quand il est arrivé au Canada. Compte tenu de sa prédisposition physique, certains ont vu en lui un bon athlète au niveau des compétitions de force. Que si vous avez une équipe composée de 10 personnes comme lui, au Burkina Faso, c'est pas facile à entretenir. Déjà budget. que nous, en termes de budget, nous connaissons nos fédérations, nous connaissons déjà les sports les plus connus. Bassirou Sorgho, il n'imaginera pas que du poulet quand même. Oui, il n'imaginera pas que du poulet. Et si vous avez déjà 10, vous avez 800 poulets par jour. Donc, c'est ce que je veux dire. Son menu n'est pas composé uniquement de poulet. Il mange autre chose, il mange des protéines. C'est déjà... Ça veut simplement dire que son record, lui, est arrivé de manger 8 poulets par jour. Il faut manger ça tous les jours. C'est juste pour taquiner. Mais je dirais que c'est quand même des sports exigeants. Et physiquement, ça demande gros. Et quand vous regardez ce monsieur, il m'impressionne physiquement. En tout cas, c'est très rare de voir des gens comme ça dans la rue. Et ils sont rarissimes. Voilà, pour ne pas dire que ça ne court pas les rues. Mais qu'à cela ne tienne, c'est à lui de savoir porter haut encore davantage le drapeau du Burkina qu'il veut le faire. Et je pense que connaissant aussi notre façon de fonctionner, je suis persuadé que s'il s'approche au niveau des autorités, on ne manquera pas de l'accompagner pour qu'il atteigne les objectifs qu'il s'est fixés. Surtout que c'est un sport et que véritablement qui a implanté grosso modo au Burkina Faso. D'accord. Merci à vous. On va passer au deuxième sujet si vous le voulez bien. C'est le prix Marc-Vivien Foué. On va rappeler, c'est Marc-Vivien Foué. C'est ce joueur camerounais qui est décédé lors d'un tournoi de football du côté de la France. Et il jouait déjà du côté de la France, à Lyon précisément. Et depuis son décès, la Fédération française de football a décidé d'instaurer un prix Marc-Vivien Foué qui récompense le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat français. Cette année, ils étaient 12 au départ. Finalement, la liste a été réduite à 3 noms. C'est Wabi Kayseri de la Tunisie, c'est Etambi Toko du Cameroun et c'est Bertrand Traoré du Burkina Faso. Alors, les 3 candidats sont... ils sont sur la dernière ligne droite et il va falloir désigner le meilleur d'ici le 13 mai. C'est bien ça, Gaël Vera? Oui, le 13 mai prochain, on connaîtra le successeur de Jean-Michel Seri, l'Ivoirien, qui était aussi au départ dans cette ligne de 12 là, et bon, qui paye peut-être son manque de régularité cette saison. Et la liste qui se dégage aujourd'hui ne surprend pas vraiment. Voilà. Parce qu'il y avait 2 ou 3 autres joueurs qui méritaient aussi d'être dans cette shortlist, mais ceux qui sont là n'ont pas démérité, n'ont pas volé leur place. On penserait à Zambo Anguissa qui joue du côté de Marseille, qui fait des bonnes choses depuis que Marseille s'est qualifié à la finale de l'Europa League. Voilà, des garçons comme ça. Il y a même Orlando. Voilà, mais aujourd'hui, carrément, on peut dire que Bertrand Traoré, qui se retrouve sur ce podium-là, c'est lui qui nous intéresse le plus, a réellement surprendre ses marques dans ce championnat de France. Nous étions peut-être cette période où il s'est un peu blessé et peut-être il a connu un petit flottement à un certain niveau. Mais aujourd'hui, sur l'ensemble de l'exercice, pour une première saison, il est déjà à 11 buts alors que le championnat n'est pas encore à son terme. Et Bertrand Traoré prend part aussi aux grosses performances de Lyon, s'est montré plusieurs fois décisif et dans la course pour la seconde place qualificatif pour la Ligue des Champions. Voilà pour les Lyonnais et ils prennent pas très actifs et je pense que cette dernière ligne droite même de la saison peut vraiment peser en sa faveur au moment du vote des 73 journalistes qui désigneront le successeur des séries. Maintenant, derrière Bertrand, on a la révélation aussi de Danger, Carl et Tokombi, qui est quand même à 17 buts cette saison. Dans le championnat. Voilà, le championnat. C'est partie des meilleurs buteurs du championnat français. Voilà, c'est un sacré client. Et également le Tunisien Wabi Kazri, qui lui, pour moi, est celui qu'on doit le plus craindre, parce que toute la saison, il s'est montré tellement régulier. Balancé dans différents postes, souvent utilisé comme milieu offensif, parfois attaquant de pointe, mais ça l'a toujours tiré à bon compte et voilà qu'avec 9 buts, il vient quand même discuter ce sac-là avec des attaquants beaucoup plus offensifs que lui sur le terrain. C'est vrai que pour un prix comme ça, souvent c'est les statistiques qu'on regarde et c'est toujours à l'avantage des attaquants,
Mais comme Gaël Baïla le disait, peut-être que ce qui peut peser en faveur de Bertrand Traoré, au-delà de ces statistiques, c'est vrai qu'à ce niveau-là, Etambi Toko le dépasse en nombre de buts. Mais il y a aussi la donne du club qui va beaucoup compter parce que Bertrand Traoré, c'est quand même Lyon. Lyon, c'est quand même actuellement le 3e du championnat français. Le 2e au coude à coude avec Monaco. C'est vrai que ce n'est pas rien par rapport à Angers qui se cherche un peu dans les profondeurs du classement. Ibrahim Kabré. Oui, déjà moi je trouve que, disais-tu, le podium, c'est bon à prendre pour Bertrand Isidore Traoré. Pour sa première saison, à Lyon. Quand on prend un certain nombre d'éléments en compte, et lui-même a qualifié donc cette première saison des saisons d'adaptation et d'observation. Et disait il fait une superbe saison, on va dire surtout en deuxième partie où il inscrit quand même 8 buts depuis le retour, alors qu'il avait inscrit 3 dans l'ordre des phases allées. Sans oublier également aussi sa performance au niveau de la campagne européenne, mais également aussi en Coupe de France où il avait inscrit. Je crois que si on fait la sommation totale de ses réalisations, il en est à 16 au total. 6 passes décisives. Donc c'est quand même énorme. Et maintenant, là où moi je pense que ça ne peut pas être un avantage pour lui du fait d'appartenir à Lyon, c'est également aussi quand on prend par exemple un garçon comme Carl Toko Ekambi, vous voyez quand même Angers qui est en train de se chercher dans les méandres du championnat français, mais lui quand même il s'en tire à bon compte. Ça veut dire qu'il ne bénéficie pas beaucoup de... Il ne tire pas beaucoup d'avantages par rapport à la qualité des joueurs qui sont à Angers par rapport à ceux qui se trouvent à Lyon. Parce qu'à Lyon, on a quand même une puissance offensive avec Nabil Fekir à un moment donné, avec Memphis Depay, avec Mariano, avec Maxwell Cornet par moment. Donc c'est Maxwell Cornet qui était d'ailleurs un des sacrés concurrents de Bertrand Traoré. Voilà, mais lors de la deuxième partie du championnat, il a été... voilà, son sort a été définitivement scellé et que Bertrand s'est transcendé donc en montrant la différence qui existe entre lui et puis l'Ivoirien Cornet. Mais quand cela nécessairement, je pense que le podium c'est bon à prendre et ça va être difficile pour moi d'aller chercher la première place en présence de Carl Toko Ekambi et surtout de Wabi Kazri. Déjà que voilà, Gaël était en train de refaire les différents positionnements de Wabi Kazri dans son club. Mais Bertrand, pour moi, c'est déjà bon à prendre pour une première saison. Et quand on regarde son positionnement même au départ, il était beaucoup plus... milieu de terrain, voilà, avec beaucoup de recul dans le jeu. Avec des tâches défensives. Oui, exactement. Ce n'est que dans la deuxième partie du championnat qu'il essaie quand même de se lâcher. Il y a la prise d'initiative au niveau donc, des actions offensives. Ça l'a beaucoup aidé. Moi, je pense que ce podium-là est bon à prendre pour lui. Gaël Baïla, Bassirou Sorgho, vous pensez que le podium c'est assez suffisant pour Bertrand Traoré dans ce trio-là? Il peut quand même tenter de remporter ce prix-là. Oui, bon, je pense que c'est la deuxième fois qu'on en parle. La dernière fois sur ce plateau, c'est lorsqu'on avait les 12 candidats. Aujourd'hui, on n'en a plus que 3. Voilà, et on disait justement à cet effet que si Bertrand parvenait à rentrer dans le trio, ça sera très bien pour lui. Donc on le voyait déjà, on disait il avait eu des difficultés pour le début du championnat, il a eu quelques bobos, il est revenu, il est en train de prendre ses marques. Et comme c'est sa première saison, on disait que s'il rentrait dans le trio, il aurait réussi. En tout cas, l'appétit vient en mangeant. Oui, l'appétit vient en mangeant, mais je vois que c'est le 13 mai. Nous sommes déjà au 6 mai. Donc, vous voyez qu'il ne reste pratiquement qu'un match qu'il pourra livrer. Et avec, pour changer la donne avec 11... Si le choix des 73 votants n'est pas encore fait. Voilà, avec 11 buts, véritablement, je pense que tout 11 buts dans le championnat. Oui, dans le championnat. Je pense que tout est déjà scellé. Nous parlons, moi je pense qu'à l'heure actuelle, là, c'est vrai qu'il y a un trio, mais sans avoir vu les critères qui militent au choix,
Je pense à mon avis que... Les critères, c'est la régularité, c'est la performance, c'est l'apport du joueur sur le rendement de son club et même le positionnement de son club dans le championnat. Je crois qu'en la matière, quand même, Bertrand, c'est un gros client au titre. Il peut remporter. Dès lors que vous êtes dans le trio, ça dépendra maintenant du choix. Oui. On a vu des joueurs par moment qui ont été choisis contre les grés de tous. Voilà, donc ça peut arriver. Hein. Mais on dit que... Bertrand ne sera pas choisi au gré contre toute attente quand même. Ouais, non, pas contre toute attente. Je dis souvent quand on épilogue sur des sujets comme ceci, il faut se mettre dans la peau de l'autre. Oui. Nous, on disait que bon, si Bertrand avait 17 buts et que Karl et Tombi Toko avait 11 et qu'on choisissait celui qui a 11 buts, je pense que si nous, en tant que Burkinabé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va, si on va laisser ceux qui ont fait ce choix-là. Donc il y a tout ça. Bertrand a 11 buts dans le championnat, mais il a quand même marqué ailleurs. Il a marqué à l'Europa League, il a marqué en Coupe de France. Et lorsqu'on fait la sommation de tous ces buts-là, il a quand même 16 buts. Et quand même, Bertrand Traoré, il joue à Lyon. Lyon, c'est pas rien par rapport à Angers. C'est pas le même gabarit, comme on le dit couramment. Oui, exactement. Bon, je ne dis pas le contraire, hein, mais quand vous regardez... Un titulaire à Lyon n'est pas la même chose qu'un titulaire à Angers. Je n'insulte pas Angers, mais quand même, c'est pas la même étoffe, c'est pas le même standing. Mais c'est comme Ibe le disait, c'est très difficile de jouer dans un club sans avoir des joueurs d'une qualité extrême et s'en sortir mieux. À dire que si Karl et Toko et Kambi étaient, j'y arrive. C'est vrai que c'est un Camerounais avec un nom difficile. Vous savez, les Bamileke, ils ont des noms compliqués. S'il était dans un club très huppé, il se pourrait qu'il dépasse ce nombre de buts, pourquoi pas. On peut penser. Ou peut-être qu'il n'allait pas atteindre ce nombre de buts. On peut y penser. Exactement. Voilà. Mais s'il est déjà dans un club de niveau inférieur, Angers qui se cherche et qu'il est meilleur buteur, ce n'est pas rien. On le trouve aussi, on l'a trouvé aussi dans le Faso Foot. Hein. Vous avez Bobo Sport qui est dans la relégation et qui a le meilleur buteur. Exactement. Et qui est parti d'ailleurs du côté du Ghana, pour évoluer du côté de la Chantier Kotoko. Non, de l'Azafok Dakar. Il a même déjà marqué son premier but dans ce championnat. D'accord. Bravo Ali, au passage. Déjà, il faut dire que si Bertrand parvenait à remporter ce prix Marc Vivien Fouilly, ce serait quand même la toute première fois qu'un Burkinabé remporte ce prix. Voilà, mais seulement, ce n'est pas la première fois qu'on trouve un Burkinabé dans un trio de ce prix, parce qu'avant lui, en 2013, il y a eu Jonathan Pitroapa qui était venu en 3e position, qui n'était pas vraiment loin de remporter. Mais seulement, bon, la différence, c'est que Belanda qui avait remporté le championnat. Voilà, Marocain. Par rapport au nombre de buts qu'il inscrit, il y a déjà un Burkinabé qui avait fait mieux que lui, c'était Habib Bamoro avec Montpellier. D'accord. Merci à vous. Vous avez d'autres idées, d'autres propos, d'autres arguments? Jusque-là, il n'était pas burkinabé. Oui, il était français, c'est vrai. Oui. Il a fallu qu'on se batte des pieds et des mains pour l'amener pour l'équipe nationale burkinabé. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que sa nationalité est tranchée définitivement. D'accord, on va ressentir notre débat. On va laisser Habib Bamoro profiter tranquillement de sa retraite sportive. Si vous voulez bien, on va aller cette fois-ci avec les finalistes de la Ligue des Champions. Je sais pertinemment que Ibrahim Cabri est un madrilène tout fait. Gaël Bayala qui supporte Cristiano Ronaldo et les siens sans je vais dire sans se cacher, hein, sans se voiler la face, même si Bassirou Sorgo n'est pas de Liverpool. Il reconnaît quand même que ce match-là de finale entre le Real de Madrid et Liverpool, ça s'annonce épique et que la victoire n'est pas décernée au Real à l'avance. Non, la victoire n'est pas décernée au Real à l'avance. C'est une finale qui va être jouée, j'allais dire, être très difficile pour les deux formations. Mais pour cette finale, on peut comprendre que le Real n'a cherché cette année que cette Ligue des Champions. Et ne pas gagner cette Ligue des Champions pour le Real, ça sera échoué. Ce serait une saison blanche. Oui, une saison blanche. Donc pour ma part, l'expérience du Real, une équipe qu'on ne voit pas venir comme ça depuis le début et qui arrive en finale, en principe devrait avoir plus d'atouts que Arsenal. Même si Arsenal, que Liverpool du moins. Même si Liverpool
a des joueurs talentueux, notamment les deux Africains de devant. Je pense à mon avis que l'expérience du Real devrait en principe penser sur leur balance. Et ils ne cherchent que cette Ligue des Champions pour, j'allais dire, redorer leur blason de la saison. Donc, pour ma part, à 90 minutes ou à 120 minutes d'une finale, je vois mal le Real laisser passer cette occasion. Surtout que le Real a des joueurs qui savent se transcender dans des moments difficiles. Et encore que, pour cette finale, il y a une chose qu'il va falloir suivre de près. Cette finale est dans la trajectoire du meilleur, j'allais dire, du meilleur du Ballon d'Or. Voilà, nous avons les deux joueurs qui disputeront le Ballon d'Or dans cette Ligue des Champions et qui vont se retrouver aussi au Mondial. Et je crois que Cristiano Ronaldo ne devrait pas laisser passer cette chance-là, aussi bien pour la Ligue des Champions, et encore qu'il sera attendu au Mondial, tout comme Mohamed Salah, qui sera aussi attendu, l'Égyptien, qui est aussi sur une bonne trajectoire. Donc, n'est pas fait une bonne Ligue des Champions, il laissera la chance à Salah, et même Lionel Messi, sans oublier que, non, je ne l'ai pas écarté, sans oublier qu'il y a le Mondial qui va aussi déterminer beaucoup dans le choix des meilleurs joueurs. Ce sont des choix individuels, il y a des projets individuels, mais c'est l'individuel qui va certainement transcender pour donner du bon au collectif. Merci. Donc, moi je pense que le Real est bien parti pour décrocher sa 3e finale d'affilée. D'accord. Merci à vous, Bachirou Sorgho, qui a déjà fait son pronostic. Mais avant de parvenir à la finale, ce n'était pas aisé, ni pour le Real, ni pour Liverpool. On a vu comment le Real a assez souffert face à cette formation du Bayern de Munich. Le Real qui allait gagner du côté de Munich, mais au retour, le Real s'est fait épingler sur son propre terrain, Ibrahim Cabré. C'était pas loin de la remontada allemande. Non, la remontada n'existe qu'en Espagne. D'accord. Et là, je crois que c'est un scénario tout comme l'année passée, à l'issue des 90 minutes. Le Real s'était allé imposer à Munich, avant donc de venir concéder au terme des 90 minutes un score de 1-2, avant de revenir donc lors des prolongations, voilà, trouver la qualification, même si encore une fois il faut le dire que c'était quand même litigé les buts qu'avait inscrit le Real en ce moment-là. Mais cette fois-ci, moi j'étais de ceux qui étaient convaincus que le Real passait tout simplement au regard donc de la philosophie, de la philosophie de jeu du Bayern. Quand vous regardez le processus, le processus du jeu du Real depuis le début de la saison, le Real n'a eu des difficultés qu'avec les équipes qui jouent fermées. Donc si vous jouez ouvert donc, avec le Real, vous avez plus de chances de prendre beaucoup de buts, contrairement à une équipe qui va jouer fermé. Et quand vous prenez par exemple le Paris Saint-Germain, qui a ouvert le jeu pour jouer contre le Real, on a vu ce que ça donnait. La Juventus à l'aller a voulu marquer donc pour pouvoir se mettre à l'abri. Derrière, on a vu ce que ça donnait, ça fait quand même 3-0. Et retour, quand on a vu quand même cette équipe de Liverpool, non pas de Liverpool, je veux dire de la Juventus, hermétiquement fermer sa défense, mais essaie quand même sur des actions anodines et aller chercher le Real. On a vu le Real en difficulté. Et pour moi, je pense que cette double confrontation avec le Bayern, moi j'étais de ceux qui étaient convaincus que le Real allait passer. Et surtout, ici, c'est quand même le choix payant de l'entraîneur qui fait la différence. Et Zidane, il fait quand même un choix d'entraîneur qui permet quand même à l'équipe du Real d'aller chercher cette finale pour la 3e fois d'affilée. Et lorsqu'on était loin d'imaginer qu'à un moment donné, Zinedine Zidane allait se passer donc de ce trio magique qui est la BBC, on a vu quand même Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Voilà, on a vu quand même Zidane faire des choix d'entraîneur. On met Gareth Bale sur le banc, Karim
Benzema sur le banc à l'aller, Gareth Bale sur le banc au retour. C'est quand même des choix d'entraîneur. Et on a vu quand même Lucas Vazquez replacé au niveau du latéral droit. C'est quand même des choix assez forts de Zinedine Zidane. Au-delà du fait que le Real Madrid a une expérience dans la compétition et dans sa compétition, c'est aussi les choix payants de l'entraîneur Zinedine Zidane qu'il faut saluer ici. Et pour moi, cette qualification en finale n'est pas volée, encore une fois. Elle est méritée et le Real a su jouer sur l'efficacité, a su jouer sur l'expérience et a montré encore une fois de plus que voilà, elle et puis la Ligue des Champions, c'est quand même un couple parfait. D'accord, même si à tous les matchs du Real de Madrid, il y a toujours ces petites polémiques là autour de certains buts. Les erreurs d'arbitrage, ça fait partie du match. Je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Mais je dis, quand vous prenez les deux finalistes, je crois que la main de Marcelo dans la surface qui n'a pas été sifflée. Marcelo lui-même à la fin il reconnaît que oui, il y avait une main, mais si l'arbitre n'a pas sifflé, ce n'est pas lui qui sifflera. Je vais y arriver. Quand vous prenez par exemple les deux finalistes, moi je crois que Liverpool est quand même cette équipe qui a plus bénéficié des erreurs d'arbitrage par rapport au Real. Voilà. Cette main de Marcelo que vous faites allusion, ça n'a pas manqué au niveau de Liverpool parce que la Roma méritait quand même d'avoir un penalty à un moment donné. Et vous prenez les quarts de finale contre Manchester City. Le Roi Sané marque quand même un but valable qui a été refusé par l'arbitre. Je crois que si ce but avait été accordé, ça allait changer quand même le cours du match. Et vous prenez également aussi le match retour. Mohamed Salah marque un but sur hors-jeu. Donc ce but a été validé. Donc ça a quand même permis à un moment donné à Liverpool d'avoir le score qu'il a eu pour pouvoir se retrouver à ce niveau de la compétition. Encore une fois, il faut dire que les erreurs d'arbitrage, ça fait partir. Et maintenant, quand par exemple c'est le Real qu'on a fait un scandale, mais quand vous descendez encore plus bas au niveau de l'Europa League, je crois qu'il y en a eu également là-bas. Peut-être qu'on va en parler si vous voulez. Merci à vous, vraiment. Gaël Bayala, on ne vous dira pas de faire un pronostic, mais quand on regarde le parcours du Real de Madrid, est-ce que le Real ne se souffle pas au fur et à mesure qu'on avance dans ce championnat d'Europe des clubs champions? Je me dis plutôt que le Real monte quand même en puissance. Contrairement à la saison dernière, où beaucoup ont critiqué le calendrier du Real, je trouvais que le Real a bénéficié des tirages favorables, d'un tirage peut-être trop clément, et que le Real a disputé une sorte d'Europa League avant de se retrouver au final de Ligue des Champions. Alors que cette année, dès les huitièmes de finale, on a vu que le Real est tombé sur de gros morceaux, à commencer par le PSG, surtout que dans cette période le Real doutait, c'était une équipe qui se cherchait, qui ne rassurait personne, et nous ont sorti le PSG avec la manière. Ensuite, face à la Juventus, on se disait que la Juve était vraiment intraitable en championnat, à l'inverse du Real, avait les arguments pour pouvoir prendre sa revanche sur cette formation madrilène. Ça n'a pas été ce que les gens prédisaient. Idem aussi pour le Bayern. Et pour la finale qui se profile, il faut dire que l'avantage du Real, c'est l'expérience de ces joueurs. Ils sauront aborder cette finale avec un sang-froid beaucoup plus de contracté que la formation de Liverpool. Mais en même temps, ça reste une finale. Quand on la joue, c'est pour la gagner. Et le Real a absolument besoin de cette victoire-là pour sauver sa saison. Sinon, ce serait carrément totalement un échec, une saison blanche, même s'il y a une finale disputée qui est la troisième d'affilée. En plus, il y a l'enjeu du ballon d'or, comme l'avait souligné Bassirou. Il ne faut pas l'oublier. Mais là, on aura droit à une rencontre très prolifique en but. Parce que Ibrahim Cabré parlait des équipes qui aimaient ouvrir le jeu. Voilà, on sait que Liverpool, c'est un football direct, porté vers l'offensive. Et il ne ménage pas les efforts. Mais derrière, on a une défense de Liverpool aussi qui connaît des passages à vide. Et c'est récurrent. On peut voir une formation de Liverpool qui tient bien son match. On va vous dire que Liverpool mène 3-0. Vous partez prendre une douche, vous revenez, Liverpool est mené 4-3. Voilà, donc ça, face à la Roma. Voilà. Face à Séville d'abord, face à la Roma. Même face à Manchester City en championnat. Voilà. Et face à une formation du Real avec des attaquants redoutables comme Cristiano Ronaldo, la moindre absence, ça va se payer cash. Et puis là, Zidane récupère un Benzema qui revient en grâce parce que son doublé en demi-finale, ça va beaucoup lui faire du bien moralement. Et il faut s'attendre à un match très très engagé pour la finale, qui sera à mon avis un très riche en but. Et
pour pouvoir terminer, je dirais que le Real aussi a une petite revanche à prendre sur Liverpool. Il ne faut pas oublier que la dernière défaite du Real en une finale, c'était face à Liverpool en 1981, si je ne me trompe pas des dates. Voilà, donc il y a peut-être ce côté historique là aussi de la chose qui va apporter son petit piment à cette finale. Mais le Real a eu des difficultés avec les clubs anglais. On se rappelle que le Real était dans le même groupe que la formation de Tottenham et que ça n'a pas été facile. Et cette fois-ci, le Real va croiser Liverpool avec un trident aussi. Liverpool a son trident. C'est Mohamed Salah, c'est Sadio Mané, c'est Firmino. Et ce trident-là crache de feu, même si Coutinho est parti du côté de Barcelone. Liverpool reste un gros client pour ce titre-là. Oui, Liverpool reste un gros client, surtout comme vous l'avez si bien dit, ils ont une attaque de feu. Maintenant, leur problème, je pense que c'est la défense, voilà, qui relâche parfois. Et ce parcours pour arriver en finale laisse un film véritablement pas intéressant. Et Gaël l'a si bien dit, Liverpool ouvre le score, on s'est dit que bon, tout est fini, vous partez juste, vous vous absentez quelques minutes, vous revenez, vous regardez le score, vous ne croyez pas, vous demandez. C'est vrai qu'au match aller contre la Roma, Liverpool était parti pour faire 4-0, après 5-0, voilà, après c'est revenu à 5-2, oui, voilà, 5 minutes. Voilà, et très rapidement, voilà. Donc les attaquants font le boulot, mais la défense n'est pas aussi très sereine. Alors que dans ce genre de compétition, des attaquants comme Cristiano Ronaldo, ils n'ont pas besoin de 90 minutes pour jouer. Ils ont besoin seulement de 5 minutes pour vous rappeler à l'ordre. Et je crois que, en tout cas, on assistera à une grande finale. Naturellement, on l'a déjà dit, le Real compte véritablement sur cette finale pour sauver sa saison. Surtout qu'en Liga, c'est déjà fini. D'accord. Alors, peut-être qu'on va parler cette fois-ci de l'Europa League. Ce n'est pas une coupe des dégarnis ou des déshérités ou des débrouillards, c'est comme vous le voulez. C'est quand même une autre affiche, c'est une compétition européenne. Et la finale va opposer l'Olympique de Marseille à l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui est un sacré client, ça il ne faut pas se faire d'illusions. Ça ne va pas être du cadeau pour l'Olympique de Marseille le 16 mai prochain du côté de Lyon. Oui, j'aimerais pouvoir vous faire plaisir en disant que Marseille sera favori, mais là je suis obligé d'être objectif parce que quand vous prenez... ok, donc... quand Marseille que nous soyons, on est quand même réaliste que en face là c'est un gros morceau. J'entends parfois des gens dire que voilà, le fait que ça va se jouer en France, ça va être un apport bénéfique pour cette équipe de l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que ça se joue en France, mais c'est en terre hostile, il faut le rappeler encore une fois, parce que ça va se jouer sur le terrain de l'Olympique lyonnais. Et quand vous regardez les conditions qui entourent donc la qualification de Marseille, et lorsque Marseille avait gagné à l'aller par 2-0, on a vu toutes les rues de Marseille scander le nom de Jean-Michel Aulas, qui sont donc de raillerie donc à ce monsieur. Moi je pense que c'est peut-être demander à la régie de nous montrer les images de la demi-finale de Marseille face à cette formation de Salzbourg. Voilà, moi je pense que c'est quand même un public lyonnais qui ne va pas cacher donc comment on appelle ça, son hostilité donc face à cette finale, qui ne va pas hésiter à soutenir l'Atlético. Et d'ailleurs, même si il venait à décider de soutenir l'Olympique de Marseille, il faut quand même se rappeler que l'Atlético de Madrid, c'est quand même une équipe qui est habituée à la Ligue des Champions. À gérer les grandes foules, les grands publics. Une équipe qui a joué quand même en 3-4 ans 2 finales de Ligue des Champions. Malheureusement, c'était face au Real Madrid qui ne fait pas de demi-mesure dans cette compétition. Mais je dis que c'est quand même une équipe qui sait gérer les grands événements. Et à la fin, moi, j'ai l'impression que voilà, Marseille est au terme de sa période de dangerosité. D'accord. Gaël Bayala. Bon, il faut dire que l'Olympique de Marseille prouve encore une fois qu'en France, c'est l'équipe qui a l'étoffe européen. Hein, le coffre
pour pouvoir s'imposer en Europe. Les Parisiens et les Lyonnais ne voudront pas l'entendre de cette oreille. Hein. Ben, pourtant, hein, c'est une évidence. Hein. Personne ne vendait cher la peau de Marseille cette saison. Peut-être que Paris devrait commencer par l'Europa League. Non, moi, je n'irai pas jusque-là. Mais je sais déjà que Marseille a quand même a obligé beaucoup d'observateurs à retourner leur veste. Déjà, même face à Leipzig, beaucoup ne vendaient pas cher de la peau de Marseille parce qu'on sait que cette formation de Leipzig fait de très belles choses dans le championnat allemand. Marseille a montré qu'ils avaient le niveau nécessaire pour rivaliser. Et contre Salzbourg, c'était encore pareil. Le match allait, Marseille a fait un score parfait, 2-0 à domicile, pour pouvoir aller maintenant chercher la qualification dans la douleur, mais avec beaucoup de grinta, de hargne. Et c'est ce qui caractérise aussi cette formation de l'Olympique de Marseille, c'est sa force de caractère. Et c'est inscrit dans l'ADN de ce club-là, parce qu'il faut reconnaître que Marseille a quand même une histoire, c'est une identité, c'est une âme. Quand ces joueurs viendront en finale, sur le papier, c'est clair que l'Atlético Madrid part avec les faveurs de pronostic, mais Marseille a des références sur lesquels ces joueurs-là peuvent se baser pour opposer une vraie résistance, plus que résister face à l'Atlético de Madrid. Il ne faut pas vendre cher la peau de l'Olympique de Marseille, parce que cette finale, l'OM ira la jouer pour la remporter. Surtout maintenant, bon, l'Atlético de Madrid, qui a été sorti en Ligue des Champions, aussi compte bien remporter cette finale pour question de prestige. Donc on se dit que l'envie sera présente de part et d'autre. Et il ne faut pas du tout vendre la peau de Marseille avant de l'avoir battue. Encore que tous les Français seront Marseillais ce jour-là, même Jean-Michel Aulas, on le suppose. Oui, monsieur le Sorgho. Non, je crois que c'est une finale qui sera très attendue. C'est 16 mai prochain. C'est 13 mai. 16 mai. 16 mai du moins. Mais je crois aussi que Marseille a un rôle historique à jouer dans cette finale, pour moi. Parce que Marseille va jouer son match contre 3 équipes, à mon avis. Ah oui? Oui. Ça sera un match contre le PSG, ça sera un match contre le Lyon, et ça sera bien sûr le match du jour contre l'Atlético. Expliquez-vous, monsieur le Sorgho. Non, je vais dire que Marseille, vous savez, dans le championnat français, on ne voyait que Paris Saint-Germain. Exactement. Sur tous les toits, on ne chante que PSG, qui ne gagne rien. Mais qui ne gagne rien en Europe. Ah oui, en France. Oui, en France, ça ne compte plus. Ils ont la Coupe de la Ligue, ils ont le championnat, ils vont avoir la Coupe de France encore. Ils n'ont pas construit leur équipe pour remporter les trophées en France. Ils ont construit leur équipe pour la campagne européenne. Exactement. Et ça ne marche pas pour eux. Et Marseille, sans beaucoup avoir les ressources financières et j'allais dire toutes les stars que Paris Saint-Germain possède, Marseille est en train de donner des leçons d'efficacité. Marseille est une équipe au cours de cette Europa League qui sait souffrir. Elle a su souffrir pour arriver en finale. Et quand une équipe sait souffrir, elle sait en tout cas jouer des finales de ces genres où elle doit s'attendre encore davantage à souffrir. Exactement. Parce que le terrain est hostile. Aulas a déjà commené. Sa campagne de déstabilisation. Oui, ça a déjà commencé. C'est de bonnes guerres. Et je crois que, à mon avis, je pense que, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, je crois que l'entraîneur de l'Atlético est suspendu. Oui, il est suspendu. Il est suspendu pour 4 matchs. Pour avoir insulté l'arbitre. Voilà, ce n'est pas rien. C'est vrai qu'il a un sens très chaud. Voilà. Et quand c'est quelqu'un qui, sur le banc, ne reste jamais calme, il arrange toujours ses joueurs, il place toujours ses joueurs, il ne s'assoit pas. Donc il va manquer à son bas. Et je pense que ça pourrait profiter à Marseille, qui a tout à gagner ici qu'à perdre. Bachir Sorgho le disait, il y a cette polémique-là entre Jean-Michel Aulas et les Marseillais qui estiment que les supporters de Marseille sont les plus caractériels du côté de la France et qui pourraient venir abîmer son joli stade, le groupe Stadium Groupama. Ils préviennent déjà Marseille de discipliner ses supporters. Est-ce que ce n'est pas une façon d'envier ou de prouver un peu son hostilité face à cette équipe-là? Parce qu'on le sait, Lyon était en course pour l'Europa League. Finalement, Lyon est tombé. Et d'ailleurs, l'entraîneur Genesio nous disait que voilà, Marseille a bénéficié d'une plus grande couverture médiatique sur sa demi-finale que Lyon n'a eu l'an passé lors de sa demi-finale face à l'Ajax d'Amsterdam. C'est une fausse querelle ou bien c'est réel?
Non, moi je pense que c'est les concurrences internes qui se poursuivent. Mais dès lors que c'est un club français qui est qualifié pour la finale, on doit taire forcément les querelles de concurrence pour tout supporter cette formation de Marseille. Déjà que son président Hérault a dit que Marseille a joué en bleu, donc c'est forcément l'équipe de France qui jouait. Allez-y dire ça en Espagne, Barcelone vous dira que c'est pas vrai, c'est pas exact ce que vous êtes en train de dire. Oui. Je crois que les concurrences, ça existe de partout dans le monde. Oui. Je crois qu'il appartient à l'Olympique de Marseille. Si tant que les zolos que Gaël était en train donc de jeter à l'Olympique de Marseille, effectivement, sont une réalité, que Marseille se concentre sur sa finale au lieu de prêter attention sur les déclarations de Jean-Michel Aulas, d'autant plus que ce n'est pas lui qui choisit le stade pour jouer. Et même en Espagne, on l'a vu. Le Real Madrid avait refusé à un moment donné à ce qu'on joue la finale de la Coupe du Roi sur son stade sous prétexte qu'il allait réflexionner alors qu'il n'en était rien. Je pense que c'est les concurrences internes. La Coupe du Roi, ça se joue. C'est une coupe espagnole, ça se joue en Espagne, mais cette fois-ci, on est dans une compétition européenne. Et lorsque Jean-Michel Aulas va dire que je souhaite bonne chance aux deux équipes, en tant que Français, il devait forcément dire je souhaite bonne chance à l'Olympique de Marseille. On a vu des figures, même des figures, je finis, même des figures emblématiques du foot français qui ne sont pas avec l'Olympique de Marseille. Quand vous prenez Raymond Domenech, déjà il est en train de démonter l'Olympique de Marseille. Donc c'est quand même des figures emblématiques du football. Et lorsqu'ils tiennent des propos pareils, vous vous rendez compte que c'est quand même pas l'union sacrée autour de cette Olympique de Marseille là. Si l'Olympique de Marseille, c'est cette équipe caractérielle, c'est une équipe qui a le vécu, c'est l'équipe qui mérite tous les éloges qu'on lui donne aujourd'hui. Le Marseille n'a qu'à se concentrer sur sa finale. Et je crois que c'est comme ça. Et toutes les finales, il va toujours avoir donc des querelles donc autour de l'événement. Et maintenant, si vous me permettez de mettre un mot par rapport à la comparaison qu'on voulait établir tantôt donc, entre l'Olympique Marseille, qu'on reconnaît effectivement, qui a quand même la seule équipe française étoilée de l'Europe, qui a quand même une Ligue Europa. Aujourd'hui, moi je pense pas que l'Europa League, c'est ça quand même les objectifs de Paris. Sinon PSG, au moins en Europa League, aurait pu quand même s'en sortir. Moi je pense, si on prend la ligne qualificative de Marseille et on met sur la route de Paris Saint-Germain, je crois que ça va être un boulevard pour Paris. Encore une fois qu'il faut que Paris donc, fasse de cette Europa League-là un de ses objectifs. C'est pour ça que je suis d'accord avec quelqu'un qui dit que Paris Saint-Germain, pour pouvoir grandir, doit d'abord commencer par l'Europa League avant d'aller chercher donc, la Champions League. Peut-être que le projet parisien de rêver grand n'était pas assez cohérent à la base, parce que là, ils ont conçu une équipe en alignant des stars, de grosses recrues de joueurs jetés à prix d'or pour pouvoir, dès les premières années, remporter une Ligue des Champions. Avec la Ligue des Champions, elle brûle. C'est un projet de star. Oui, pour se hisser au sommet. Il va falloir cravacher dur. Et il faut avoir des charbonniers qui acceptent d'aller titiller les autres. Marseille n'est pas allé chercher la Ligue des Champions. Le champion finalement de Marseille est beaucoup plus cohérent. Oui. Voilà, c'est une équipe qui est bâtie pour ces genres de compétition de championnat. Et on a même senti par moment même que l'équipe était, Rudy Garcia était obligé de faire certains choix entre le championnat et la Ligue Europa, jouer sur les deux tableaux, ce qui a fait que Marseille même a perdu des points précieux en championnat. Ils étaient deuxième avec 5 points d'avance sur Lyon et plutôt troisième avec 5 points d'avance sur Lyon, mais avec la compétition, Marseille a laissé beaucoup de force et Lyon a su profiter pour passer devant. Et maintenant, pour revenir un peu au propos des Aulas et Genesio, il faut comprendre que le club de Marseille suscite beaucoup de jalousie au sein de la France, même du football, que ce soit au niveau de la presse sportive, que ce soit au niveau des consultants. On a vu les propos de Dugarry qui dit que le champion project de Marseille c'est 0 et le projet d'une équipe comme Lille c'est le meilleur projet. Mais finalement Lille est en train de se chercher à la relégation pendant que l'Olympique de Marseille caracole au niveau du podium. Voilà, même pour terminer, c'est pour dire que cette jalousie peut s'expliquer parce que là, il y a non seulement Marseille, c'est le plus beau palmarès de France, et ça, il n'y a pas de débat à ce sujet, et c'est encore le club le plus populaire. Et malgré, il faut prendre juste la comparaison, Lyon l'année dernière, en Ligue Europa, mais l'audience télévisée, c'était combien? À peine 2 millions de téléspectateurs. Pendant que Marseille a battu tous les records télé sur une chaîne pas très connue, a battu tous les records d'audience cette saison, avec un stade Vélodrome qui était archi
compte. Et lors de la qui a fait d'ailleurs le record, 67 250 spectateurs. Oui, quand la mise en vente des billets d'entrée, en 7 heures de temps, tous les billets ont été vendus. Ce qui n'a pas été le cas de Lyon l'an dernier. Et même pour Paris Saint-Germain, pour pouvoir remplir le Parc des Princes, il faut aller inviter des stars, du showbiz, de la mode et autres. Mais on ne s'achète pas une identité, ça se cultive. Et aujourd'hui, Marseille a su cultiver cette identité et ça a créé un peu de jalousie. Il ne faut même pas qu'on ait honte du mot du côté de ses adversaires. C'est tellement bien dit, on ne paye pas une identité et Marseille a su forger son identité depuis des lustres. Bassirou Sorgho. Non, oui, je comprends bien, mais ce que je voudrais dire, c'est que à l'heure actuelle, il y a des clubs qui sont rivaux. C'est connu dans tous les pays. Et mais on se disait que la rivalité, elle est vraiment interne. Dès lors qu'on va sur la sphère européenne, il doit y avoir un certain soutien entre les différents clubs. Aujourd'hui, c'est Marseille qui se trouve en finale. Demain, c'est peut-être le PSG qui va se retrouver à la finale de l'Europa League. Il faudra bien qu'on puisse se supporter. La question est un Catalan par rapport à la finale du Real Madrid. Vous aurez la réponse. Entre la Catalogne et Madrid, ça va au-delà du football. C'est une adversité politique, c'est une division entre un pays en deux finalement. Les Catalans, vous le savez très bien, les Catalans aujourd'hui sont en train de revendiquer leur indépendance, leur autonomie. Mais donc ça va au-delà du football. Ça devrait quand même être une union sacrée. Vous avez suivi la Ligue des Champions, oui, PSG contre Real. Oui. Lorsque Marcelo a marqué contre le PSG, mais des joueurs de Marseille ont posté des vidéos scandant le nom de Marcelo. Marcelo, goal. C'est des joueurs marseillais. Benjamin Mendy qui est maintenant à Manchester City. Oui, Benjamin Mendy n'est plus à Marseille, il faut le reconnaître. On peut en avoir. C'est pour dire que la rivalité, elle existe dans tous les pays. Même au Burkina Faso, je me rappelle bien, il y a une année, l'Asfa Yenenga jouait la campagne africaine contre l'Espérance. Non, c'était l'Étoile filante de Ouagadougou qui jouait contre l'Espérance de Tunis. Alors, je me suis mis en bleu-blanc pour aller supporter l'Étoile filante de Ouagadougou. Il y a un supporter de l'Asfa, moi je passais, qui m'a aidé. Et moi je me suis retourné, il a dit qu'aujourd'hui vous allez voir du tout ici au stade. Donc, c'est pour dire que la rivalité, elle existe dans tous les pays du monde. Marseille, PSG, Marseille, Lyon à l'heure actuelle là, il faut dire que c'est une rivalité. Et le fait que Marseille soit sous les projecteurs, ça ne plaira pas au PSG et ça ne plaira pas à Lyon, quelle que soit la valeur de la coupe que Marseille dispute. Et Marseille a la chance aujourd'hui d'être en finale d'une coupe européenne. Fût-elle Europa League, c'est une finale d'une coupe européenne et ça sera compris comme ceci. Et si Marseille remportait ce trophée, c'est pour ajouter à d'autres trophées que les autres n'ont jamais eu. D'où la frustration. On est un peu préparé le temps en 30 secondes. Édifier, c'est ce qu'il est en train de dire au niveau du Faso Foot, où effectivement il y a eu une année où la Sfaïnega devrait jouer la campagne africaine et à l'avance donc du match capital, son gardien emblématique Kaboulé Souleymane était disparu des radars. C'est abusé qu'après le match qu'on s'était rendu compte qu'il avait été récupéré par l'autre camp et placé dans un hôtel et voilà, à la fin il est sorti. Donc vous comprenez aisément que les rivalités ça va toujours exister dans tous les contrées du pays. On espère que c'est une rivalité. En tout cas, on est au terme de cette émission. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. L'information continue sur burkinainfo.tv. Bonne journée dominicale à tous et à toutes.